Sans ce film, on n'aurait jamais eu des films comme Jurassic Park ou l'Odyssée. Oui, je pose les termes. À l'approche de l'Odyssée de Christopher Nolan, j'ai repensé aux films d'aventure péplum que je regardais plus jeune chez mes grands-parents. Des films qui m'ont fasciné et qui m'émerveillent encore aujourd'hui. On parle très souvent du Choc des Titans ou de Jason et les Argonautes, mais celui qui m'a marqué et qui, je pense, a bouleversé le cinéma, c'est le 7e voyage de Sinbad. Réalisé par Nathan Juran, qui avait fait auparavant À des millions de kilomètres de la Terre ou encore L'attaque de la femme de 50 pieds. Oui, ce sont de vrais films. Cette œuvre, reconnue pour son importance culturelle, historique et esthétique par la National Film Registry aux États-Unis, est surtout connue pour la participation de Ray Harryhausen. Oh, Harryhausen! Mais faut pas réserver 6 mois à l'avance là-bas? Oui, mais Globinos l'a fait. Personne n'aura la ref. Ray Harryhausen a façonné mes premiers souvenirs cinématographiques. Concepteur d'effets spéciaux de génie spécialisé dans la stop motion, j'ai bouffé les cassettes des films auxquels il a participé. Jason et les Argonautes, L'île mystérieuse, La vallée de Gwangi. Mais c'est le 7e voyage que j'ai regardé en boucle qui m'a impacté de manière indélébile. Et le film a beau avoir presque 70 ans, je ressens toujours un énorme plaisir quand je le revois. Donc aujourd'hui, je me fais plaisir. Je vous explique pourquoi j'adore ce film et pourquoi il a été aussi important pour le cinéma. Le film s'ouvre sur... Je disais, le film s'ouvre sur... Bernard, t'es sympa, mais baisse la sono un peu. Pardon. Merci. Le film s'ouvre donc sur un beau générique, accompagné par la musique du légendaire Bernard Herrmann. Oui, celui qui a fait la musique de... Pas mal, non? Le générique représente une jolie fresque, qui ne spoile pas l'intrigue du film en fait. Comme quoi Midsommar n'a rien inventé. Le capitaine Sinbad navigue pour entrer à Bagdad, afin de célébrer son mariage avec la princesse Parissa. Une union qui permettra de sceller la paix entre les deux peuples. Mais le voyage est long, et il navigue sans aucune visibilité, laissant les matelots sans espoir et désespérés. Est-ce qu'il espère accoster ici, passer l'extrémité de la Terre? Peut-être la faim lui a-t-elle troublé l'esprit. Mais avec son œil de lynx, ou un peu de chance, Sinbad arrive à repérer une île. Ils y font escale pour récupérer des vivres, mais pendant leur recherche, ils tombent sur une grosse trace de pas. Quelle enjambée! En suivant les traces, le groupe tombe sur une énorme grotte. Et comme tout aventurier qui se respecte, Sinbad va y jeter un œil. Moi, j'aurais plus réagi comme ça. Alors on fait le point, on a une île mystérieuse qui n'apparaît sur aucune des cartes, on a une trace de chèvre géante juste ici, et une énorme grotte qui se tient devant nous. Ça ne peut dire qu'une seule chose, messieurs. Le groupe s'avance, mais un hurlement se fait entendre. Un homme apparaît, appelle à l'aide, et... Oui! Le cyclope! Je suis trop heureux! C'est surtout très bizarre. Voilà la raison principale de mon amour pour ce film. Ce putain de cyclope en stop motion est incroyable. Le design est génial, le cri est emblématique, et plus jeune, je faisais tout le temps des dessins de lui. C'est avec ce film que mon amour des monstres au cinéma a commencé. Je le trouve sublime, tout simplement. D'ailleurs, hot take, mais je trouve que les effets spéciaux en stop motion vieillissent mieux que certains effets spéciaux en 3D. C'est pas si hot take que ça. Tu te souviens de Peur Bleue? Après oui, t'as un peu de mauvaise foi. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui piquent un peu les yeux. Mais ça, c'est par rapport à la nouvelle technique qu'a employée Ray Harryhausen pour intégrer de manière plus réaliste ces monstres, le dynamation. Mais Jamy, c'est quoi la dynamation? C'est une technique révolutionnaire qui permet d'intégrer les marionnettes n'importe où dans l'écran. Pour résumer de manière très simpliste, ça combine différents plans de l'image et des écrans de réflexion pour jouer sur la profondeur et mieux les intégrer. Donc oui, à l'époque, ça rendait les incrustations ultra réalistes, surtout en noir et blanc. Mais avec les restaurations des films, on sent une énorme différence de couleur et de qualité. Mais étrangement, ça me choque moins que certains effets 3D moches. Et cette technique a été de plus en plus affinée jusqu'au dernier film de Ray Harryhausen, Le Choc des Titans. Je pourrais en parler pendant des heures et je rêve de faire un documentaire sur Ray Harryhausen et de montrer comment il a influencé le cinéma. Alors désolé, mais ça n'intéresse personne. Faut que tu fasses un documentaire plus... personnel. C'est dur d'avoir 30 ans. Bref, pardon, j'arrête de tergiverser et je vous laisse profiter de cette première scène de bataille incroyable avec la musique de Bernard Herrmann. J'adore tout ce qui se passe à l'écran, c'est trop bien, je prends mon pied. Et regardez-le bouger, le cyclope est tellement expressif, tellement vivant. Ouais, je comprends pourquoi Guillermo del Toro a acheté la figurine. La bataille fait rage et les pertes s'accumulent. Mais Sakura le sorcier utilise une lampe magique pour faire apparaître un génie. Il lui demande de créer une barrière pour protéger tout le monde. Il est quand même vachement sympa le sorcier, malgré son apparence. Et je dis pas ça parce qu'il est chauve. Enfin sympa ou idiot, je sais pas. Parce que tu as un génie, tu peux faire les vœux que tu veux. Donc, fais un vœu plus efficace. Que désirez-vous, mon maître? Bah, téléporte-nous à Bagdad. Eh bah oui, c'est logique. J'imagine qu'il doit avoir des limites à son pouvoir. Alors Sakura nous dit... Le génie de la lampe ne peut être employé pour le mal. Mais la puissance de sa protection est invincible. Sauf que... Attention! C'est ballot.
Heureusement, tout le monde survit, mais la lampe est récupérée par le Cyclope. Et c'est à partir de ce moment-là que l'intrigue va se lancer. Sokura veut récupérer la lampe, et il fera tout pour y parvenir, en essayant de convaincre Sinbad avec des richesses. En tout cas, il a l'air vraiment sympa quand on le voit discuter avec eux. Qu'en penses-tu, Parissa? Je sais pas, il m'inspire pas confiance. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les cheveux. Bon bah c'est bon, hein, les blagues sur les chauves, hein. On a compris. Sinbad refuse de retourner sur l'île et reprend la route vers Bagdad. Je profite de ce moment plus posé pour dire que le tournage a été très long, avec plusieurs mois de production. Et ça se ressent à l'image, avec la grandeur des décors, les costumes, le nombre de figurants et tous les effets spéciaux. Ça fait du bien de voir ça. Ah, mais commence pas à faire ton vieux boomer avec tes c'était mieux avant. En même temps, c'est des trucs qu'on voit de moins en moins, donc le fait de voir de l'artisanat pur et des vrais décors, c'est vraiment chouette. Le mariage approche à grands pas et est attendu par tous afin de célébrer l'union des deux peuples. Rien à voir avec la politique actuelle. Sokura profite ainsi de la présence des deux rois pour montrer l'étendue de ses pouvoirs et négocier son retour vers l'île. Il propose pendant la fête de monter un spectacle avec la servante de Parissa. S'il peut la muer en une jeune femme attirante, c'est vraiment un grand magicien. Beauf de France. Sokura se la joue la mouche de Cronenberg en fusionnant la servante avec un serpent. Alors effectivement, c'est bien rendu, et malgré un drame évité de justesse, ça n'impressionne pas du tout les deux rois qui ne changent pas d'avis concernant Sokura. Il leur propose de lire leur avenir pour les convaincre. Et bizarrement comme par hasard, hasard de dingue, l'avenir est sombre. Ne serait-ce qu'une entourloupe? Oui, assurément. Sokura est sommé de quitter la ville, mais ce dernier ne lâche pas l'affaire. Il jette un sort à Parissa pour qu'elle devienne toute petite. Je vous emmerde. Et au final, les visions de Sokura étaient justes. Le père de Parissa, fou de rage, déclare la guerre. Et Sokura se la joue victime comme si de rien n'était. Oh mon Dieu, j'avais prédit ça, mais je ne pouvais pas le croire. Mais vous pouvez rompre le charme? Non, c'est beaucoup trop dangereux et le sultan me fera arrêter. Si vous la sauvez, on pourra retourner sur votre île et vous donner la lampe. Elle est où la princesse? Évidemment, il a besoin d'un ingrédient qui se trouve sur son île, la coquille d'un œuf de roc. Le plan est lancé pour sauver la princesse et éviter la guerre. Mais Sinbad doit engager de nombreux hommes pour l'aider, notamment des prisonniers et des bandits. Ça pue le traquenard cette histoire, mais bon, y a pas vraiment le choix. Et bien sûr, à peine le voyage commencé, mutinerie. On parle beaucoup des monstres du film, mais la réalisation n'est pas en reste avec les autres scènes. Tout est lisible, éclairé et bien filmé. Sinbad est contraint de se rendre pour éviter que Sokura se fasse tuer. Les bandits reprennent le contrôle du bateau, mais la nuit tombée, une tempête s'abat, et des créatures proches de l'île crient avec un son strident qui rend fou l'équipage. Oh putain, mais c'est horrible. Mais t'as pas mal, toi? Non, parce que moi je suis muet. Quoi? Non mais je suis aveugle aussi. Une trêve est lancée pour que Sinbad reprenne le contrôle et que le bateau reparte sans encombre. Et maintenant, ça y est, tout le monde est de retour sur l'île, la vraie aventure peut commencer. Oui, j'ai vu certaines critiques dire que le début était un peu long et que la narration était trop simpliste pour s'immerger totalement. Mais je suis pas d'accord. Les enjeux sont simples et clairs, mais au moins ils sont posés efficacement. Comme ça, les scènes d'action et les rencontres avec les monstres deviennent de plus en plus intenses. C'est progressif, mais bien amené. Ils arrivent dans la plaine et j'avoue que c'est magnifique. D'ailleurs, pour l'anecdote, le tournage a lieu à Majorque, au torrent de Paraís, la même île où Claude Atlas a été tourné. Et j'avoue, si j'avais eu le temps, je serais allé là-bas pour tourner un plan. Mais bon, comme je suis pas aussi investi que Note Sérieux dans ces blagues, et que youtubeur n'est pas vraiment mon métier, je peux pas tout faire. Abonne-toi pour me soutenir. Avant de partir à la recherche du roc, Sokura a un éclair de génie. Nous séparons en deux groupes ici. De la sorte, si l'un des groupes est capturé, l'autre pourra tenter de le délivrer. Les gars, faut qu'on reste groupés si on veut survivre. Mais non, si on reste groupés, on va tous crever, alors que si on se sépare, on a plus de chances qu'une partie du groupe survive. Mais c'est super cliché ça que le groupe se sépare. Mais c'est pas censé être cliché, c'est le truc le plus logique. Mais pourquoi tu gueules comme ça? Parce que je suis muet. On a donc les deux groupes qui se séparent. Sinbad s'enfonce dans la vallée et Sokura en profite pour passer près de la rivière, qui serait Empoisonné. Empoisonné. Sinbad est en plein territoire des Cyclopes, et Harufa, son bras droit, trouve une grotte secrète remplie de richesses. Bon les gars, c'est cool, mais il faut se concentrer sur la mission là. Évitons de toute violence et ne perdons pas de temps avant de... Il est de retour! Ils ne font pas le poids face aux Cyclopes qui capturent tout le monde. Et oui, effectivement, là on peut voir que la dynamation peut avoir certaines limites, quand on voit le brigand se faire enlever, avec sa marionnette, la main du Cyclope, ou encore la transition entre la vraie et la fausse cage. Mais ils arrivent quand même à rendre ça de manière invisible et cohérente, avec le travail sur les ombres et les lumières. En revanche, moi, ce plan, où le Cyclope se lèche les babines, c'est une putain de prouesse technique. C'est un plan simple, mais je le mets au même niveau que le plan de l'œil du T-Rex dans Jurassic Park. Ça le rend tellement vivant. T'es tellement pas objectif. Sokura profite de la cohue pour aller récupérer la lampe, et ses collègues, eux,
se bourre la gueule. Car oui, la rivière, c'était pas du sang, mais du vin. Comment? Pourquoi? Sans doute la réserve personnelle du cyclope qui s'est déversée dans la rivière. Bref, Simbad demande de l'aide à Parissa pour enlever le loquet de sa cage. Et après un gros effort, elle y parvient. Vite, poussez-moi. Les brigands bourrés se réveillent et partent défendre le groupe. Et c'est parti pour la grosse bagarre avec le cyclope. Eh ben alors, gros navet, t'as un deuxième œil qui t'a poussé? Mais arrête, Bobby, t'es bourré! Allez, ça va, ramène-toi, tu vas tâter de mon bâton! Arrête, on a déjà eu des problèmes vendredi dernier, arrête! Mais vendredi dernier, ça s'est bien fini! Arrête, t'es musclé, toi, du dos? Je sais. J'aime bien. C'est un bâton, ça. La bagarre fait rage, mais le cyclope arrive facilement à se défaire de l'équipage en utilisant un arbre comme arme. C'est super efficace. En tentant de lui échapper, Simbad parvient à récupérer la lampe que Sakura avait retrouvée. Il se cache dans une crevasse et aveugle le cyclope avec un bout de bois enflammé. Et tel Ulysse, le valeureux guerrier, il arrive à duper le cyclope et l'entraîne dans un gouffre où il... meurt ? Le groupe continue sa route, avec Simbad gardant la lampe comme monnaie d'échange. Mais le chemin est périlleux. Les pertes sont encore à déplorer. Mais ça y est, ils arrivent enfin au sommet. Un œuf de roc se tient devant eux, mais la faim et la fatigue rattrapent deux brigands qui s'empressent de casser l'œuf pour tuer le petit roc à l'intérieur. Arrêtez avec cette lance! Bande de monstres, il était trop mignon! Ils se font eux aussi un barbecue pépère avant de reprendre la route, car évidemment, Sakura ne peut pas créer l'antidote ici. Ils doivent retourner à sa caverne où il a tous ses ingrédients. Et Simbad a un éclat de génie. Je n'ai pas confiance en ce magicien. Ah bon? Sérieusement? Sans déconner, Simbad! Pour éviter une millième entourloupe de Sakura, Parissa propose d'aller voir le génie, qui est nettement moins fun que dans Aladdin. En même temps, c'est un gosse. Elle propose une association pour libérer le génie s'il les aide. Quand soudain, le papa ou la maman Rock fait irruption pour venger son petit. Simbad essaie de faire venir le génie mais n'y arrive pas. Et Sakura, hantée par ses remords, décide de sauver tout le monde et invoque le génie pour tuer le Rock. C'est vrai? Bah non! Il tue Harufa, le second de Simbad, pendant que ce dernier tombe dans les griffes du Rock. Et ainsi, esselée et sans défense, la princesse Parissa se fait capturer par Sakura. Ouais, là c'est la merde! Mais heureusement, Simbad est sain et sauf. Il demande au génie de l'aider à le guider dans l'antre de Sakura pour partir à la rescousse de la princesse. Enfin, encore une fois, il aurait pu lui demander Tu peux me téléporter vers ma fiancée? Mais je suis qu'un gosse, je sais pas comment qu'on fait! T'es vachement barbu pour un gosse. C'est de l'hypertrichose, ok? Oui, pardon, je vais arrêter de revenir à chaque fois sur les règles concernant la magie. Et on va suivre Simbad qui arrive à destination. Un repère protégé par... un putain de dragon! Mais pourquoi t'es content? Mais parce que c'est trop cool! Le dragon est enchaîné, donc il peut passer tranquille. Simbad arrive et exige que Sakura libère la princesse. Il s'exécute sans trop discuter, ça cache quelque chose. Et là, il fait ses tours de passe-passe qui génèrent beaucoup de fumée. La princesse retrouve sa forme normale, mais Sakura sort sa dernière carte avec un guerrier squelette. Ouais, vas-y, fronce ses sourcils, monte ta tronche de méchant. Là, la caméra, rapproche-toi bien de lui. Voilà, c'est parfait. Non, là, t'es trop proche, là. Là, recule, recule. Voilà, merci. Le squelette prend vie et Simbad le défie dans un duel de sabre. Et cette scène est bluffante, parce que l'acteur Kerwin Matthews a dû apprendre la chorégraphie et se battre seul sur le plateau. Et les équipes d'effets spéciaux ont dû s'adapter ensuite à tous ces mouvements. En résulte une scène saisissante qui montre les prémices d'une des scènes les plus légendaires du cinéma, le combat entre Jason et les squelettes. Et oui, effectivement, la prouesse est folle. Et quand je vois les images du making-of, j'ose même pas imaginer la scène en vrai. Ah ouais, mais vraiment, ce passage du film, c'est un des trucs que j'ai adoré au tournage. Hein. Vraiment, se battre tout seul devant un fond vert, j'ai pu me lâcher, faire plein de mouvements différents. Ok, j'ai un peu improvisé. J'espère vraiment que les artistes VFX vont pas m'en vouloir, mais c'était vraiment trop bien. Je vais le tuer. Simbad remporte le duel et s'enfuit avec Parissa. On arrive à la fin du film et j'ai pas envie, c'est trop bien. Pourquoi ça dure qu'1h30 là? Bon bah on continue. Avec le génie qui aide une dernière fois nos héros. Et Parissa respecte sa promesse en faisant une Seigneur des Anneaux en balançant la lampe dans la lave pour libérer le génie. Il s'enfuit en évitant soigneusement le dragon, mais... il y en a un autre! Merci film, t'es le meilleur! Arrive la meilleure scène, avec la rencontre entre le dragon et le cyclope. Un combat de géants où tous les coups sont permis. Mais qui en sortira vainqueur? Est-ce que Simbad et Parissa permettront à s'enfuir sans encombre? Ah, tant de suspense avec... oh mais non! Et pas deux fois!
Sakura pourchasse nos héros avec son dragon, mais l'équipage de Sinbad a réussi à installer une énorme arbalète pour contrer toute menace. Oui, ils en ont parlé au début du film, j'ai oublié, pardon. Mais bref, l'arbalète fonctionne et atteint directement le dragon en plein cœur. Eh ben chef, fallait pas tuer le cyclope. Non mais là, c'est inquiétant tes réactions. Dans sa chute, le dragon écrase Sakura. Chef! Il finit par mourir en agonisant sur la plage. Et le fait de le voir aussi mobile durant sa mort, putain mais c'est encore mieux fait que le cyclope. J'ai presque de la peine pour lui. Mais arrête! Tout est bien qui finit bien. Sinbad et Paressa repartent à Bagdad. Et surprise, le génie est devenu un vrai petit garçon et moussaillon pour lui. Et Sinbad ne perd pas de temps. Merci de m'avoir sauvé. Maintenant que je suis un vrai petit garçon, je vais pouvoir goûter le goût de la liberté, parcourir les 7 mers et découvrir ce monde incroyable. Et... Ouais, bah d'abord, tu vas nettoyer ma cabine et plus vite que ça. Oui, capitaine. Et maintenant le cul là. Le génie, qui s'appelle Barani, fait un dernier cadeau en offrant tous les trésors du cyclope. On voit ensuite le navire qui part au coucher du soleil, et c'est la fin du plus grand film du monde. Oui, je pose encore les termes en disant ça. C'était trop cool. C'est le genre de film d'aventure que j'adore. Ultra généreux avec son bestiaire, des scènes d'anthologie avec des batailles épiques, toute l'esthétique et le charme des années 50 qui font mouche. C'est un film qui me donne le sourire, qui me fait du bien et qui, malgré quelques incrustations un peu baveuses, reste toujours aussi efficace. J'aime tout dans ce film, ses qualités, ses défauts, j'aime tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il a influencé après. Comme je l'ai dit, en dehors des effets spéciaux, la réalisation tient la route. On met en avant les décors naturels, les cadres sont suffisamment larges pour laisser place à l'action, au mouvement et aux marionnettes, les scènes où Paressa est petite avec la construction de décors à sa hauteur fonctionnent, et les effets de lumière dramatiques sont peu nombreux mais présents. Oui, on parle d'Harryhausen, mais les musiques de Bernard Herrmann sont indissociables du film et arrivent parfaitement à sublimer son ambiance. Le rythme est parfait, avec de nombreuses péripéties, et même si l'histoire reste très simple, il arrive à disséminer quelques thématiques autour de l'avidité humaine et de la politique de l'époque pour accroître son univers. Les deux petits défauts que je trouve, c'est par rapport au montage et aux acteurs. Le montage est parfois trop rapide dans certaines scènes, avec des plans qui peuvent durer moins d'une seconde, ce qui peut piquer les yeux, notamment ici. Et pour les comédiens, ils sont tous bien choisis, mais en VO, il y a ce côté théâtral un peu trop poussé, qui rend leur prestation un petit peu caricaturelle. C'est pour ça que je préfère le regarder en VF, où je trouve l'adaptation plus subtile, naturelle et efficace. En particulier concernant le duo entre Kerwin Matthews, qui a joué OSS 117 dans les années 60. OSS 117, incarné par la grande vedette américaine Kerwin Matthews. Maintenant, nous allons avoir cette longue conversation tous les deux. Et étrangement, ça marche bien. Donc le duo entre Kerwin Matthews et Catherine Grant. Bon, leur alchimie à l'écran n'aurait pas convaincu tout le monde, surtout quand je les vois se bécoter comme ça. Mais je sais pas, je trouve qu'en VF, ils sont mignons et attendrissants. La VF rattrape un peu leur dissonance de jeu et les rend plus attachants. Mais tu peux pas juger la qualité d'un acteur ou d'une actrice avec la VF. Je sais, mais ça arrive souvent qu'une VF puisse rattraper une performance un petit peu médiocre. Par exemple, Patrick Poivet a très souvent sublimé le jeu d'acteur de Bruce Willis. Oui, mais Bruce Willis, ça reste un bon acteur de base. C'est pas comme si... Ok, et si je te dis Emmanuel Garejo avec Anakin? Oui, bon, d'accord, je m'incline. Tout ça pour dire que, bien sûr, ce film n'est pas parfait. Mais je m'en fiche. Je disais justement dans la vidéo sur Underworld, où j'ai sans doute été un peu dur, d'accord, qu'un film n'avait pas forcément besoin d'avoir une intrigue ultra complexe pour nous captiver. Quand c'est bien fait, comme avec le 7e voyage de Sinbad, le film peut m'emmener avec lui jusqu'au bout du monde. Et même si j'aime bien les suites, surtout avec le tout nouveau bestiaire qui a suivi, je suis quand même moins fan. Car on n'a plus le même casting, ni le même réal ou compositeur. C'est dommage. Et vous imaginez pas à quel point je suis heureux de pouvoir parler de Sinbad en long et en large. Alors je sais qu'il y a une partie de mon public qui est hermétique aux œuvres anciennes, mais ce film a tellement fait rêver, il a renforcé ma curiosité et surtout a participé à mon amour du cinéma. C'est devant ce genre d'œuvre où je me suis dit qu'on pouvait créer toutes sortes d'histoires avec le cinéma, que tout était possible. Tout n'est pas forcément réussi avec ce genre d'initiative, mais on peut offrir des moments de pur cinéma avec ces monstres qui ont parsemé mon imaginaire. C'est là que la phrase que je sors à chaque vidéo prend tout son sens. Aimez les films que vous aimez. Avec le 7e voyage de Sinbad, ou Jason et les Argonautes, j'ai eu mes premiers chocs de cinéphile. Et ça m'a donné envie de me lancer dans le cinéma, pour créer des histoires fantastiques, où un jour des enfants comme moi pourront ressentir ce sentiment, de se dire que le cinéma, c'est beau. Le 7e voyage de Sinbad a été une révolution pour le cinéma. Ses effets spéciaux ont conquis Hollywood jusqu'à Terminator 2 et Jurassic Park, pendant plus de 30 ans. Et encore aujourd'hui, on sent l'influence de son concepteur. Quitte à éclipser son réalisateur. Alors oui, j'avoue, c'est un peu dommage. Quand on voit les nombreuses œuvres qui font référence à son travail, entre Monstres et compagnie, Pirates des Caraïbes, et l'influence qu'il a eue chez des réalisateurs comme Peter Jackson et Guillermo del Toro, on ne peut que prendre conscience d'à quel point il a éveillé l'imaginaire de milliers d'enfants et d'adultes, de nous faire réaliser que les monstres au cinéma ne sont pas effrayants. Ils peuvent être cool, fascinants, inspirants et nous pousser à vivre des aventures folles. Et comme moi, Christopher Nolan a fait partie de ces enfants qui ont découvert les films de Ray Harryhausen. Il le confirme lui-même en interview. Et l'impact de Ray Harryhausen a sans doute eu une influence directe sur The Odyssey. Ce film a marqué et il mérite d'être remis en avant. Qu'est-ce que j'aime ce film, pour tout ce qu'il m'a apporté. Je sais pas si vous aussi vous avez un film qui a bercé votre enfance comme ça,
Mais moi, si je devais en retenir qu'un seul, ce serait lui. Alors regardez-le et soyez aussi émerveillés que moi. Est-ce que Nolan fera aussi bien avec l'Odyssée? Je sais pas. Mais si vous voulez un film de monstre moderne, vous pouvez regarder Van Helsing. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Merci à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo pour le soutien. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'aimer les films que vous aimez. Ciao!